Bienvenue dans les petites histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Il y a une chose dont on parle beaucoup quand on revient du Japon, les toilettes japonaises. Et je dois dire que dans la petite maison de Kyoto où je séjourne en hiver, j'apprécie particulièrement leur extraordinaire sophistication. Parce que, heureusement, il y a là la Rolls-Royce des toilettes. La petite maison est absolument charmante, mais il faut bien reconnaître que la salle de bain est, disons, très japonaise dans sa conception et assez rustique dans son confort. Elle se trouve à l'extérieur, à peine protégée par une paroi en polycarbonate. Le lavabo, installé dans un angle, longe le mur et n'a rien de particulièrement privatif. La douche, elle aussi, est ouverte sur le haut et simplement chauffée par un système infrarouge. Et puis, il y a les toilettes. Alors là, changement de catégorie. Le siège chauffant, et je peux vous dire qu'en hiver, à Tokyo, ce n'est absolument pas un gadget, c'est même un véritable bonheur. Et puis, toutes ces fonctions extraordinaires, différents jets, différents réglages, tout un petit monde de boutons dont on ne sait pas toujours au premier abord à quoi ils peuvent bien servir. Mais curieusement, ce qui m'a le plus intéressé n'était pas la sophistication des jets. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, la façon dont l'eau est utilisée. Après avoir tiré la chasse, l'eau destinée à remplir le réservoir passe d'abord par un petit robinet situé au-dessus. Et ce petit robinet permet de se laver les mains. Autrement dit, l'eau qui allait ensuite servir à remplir la chasse d'eau pouvait d'abord servir à se laver les mains. Ça m'a paru tellement évident et tellement ingénieux. On ne gaspille pas une eau qui peut encore servir. Évidemment, en rentrant en France, je me suis mise en quête d'un système qui pourrait reproduire ce principe chez moi. J'ai trouvé un dispositif qui pouvait s'adapter à différents réservoirs de toilettes. Le problème, c'est que mon réservoir n'était pas tout à fait comme ceux auxquels ce système est destiné. La commande se trouvait à l'extérieur, sur le côté droit, et non pas au milieu, au-dessus de la cuvette. Donc, me voilà partie à la recherche de réservoirs adéquats, de la bonne dimension, de la bonne configuration. Et c'est là que mon histoire devient assez amusante. Dans mes recherches, quelqu'un finit par me demander « Mais pourquoi voulez-vous ce système de réserve d'eau pour le lavage de la cuvette ?» Je réponds « Pour installer un dispositif japonais. » Et là, on me regarde comme si je venais de réinventer la roue. On me dit « Mais nous avons le dispositif tout préparé, adapté aux chasses d'eau. » Effectivement, la seule différence, c'est que chez nous, l'eau ne coule pas automatiquement dans le petit robinet du lave-mains. Il faut actionner le lave-mains.
Et lorsque l'on se lave les mains, cette eau va ensuite rejoindre le réservoir de la chasse. Il y a simplement un petit décalage. Le système est conçu pour laisser le temps à l'eau du lavage des mains de s'écouler avant que le réservoir ne soit rempli. Voilà comment j'ai fini par installer, moi aussi, mes petites toilettes économes en eau. Bon, je n'ai pas installé les Rolls-Royce japonaises avec les sièges chauffants et les jets dans tous les sens. Mais j'ai conservé ce qui finalement m'avait le plus intéressé, le principe du lave-mains au-dessus du réservoir. Parce que j'aime cette idée, ce n'est pas seulement l'économie d'eau, c'est la logique qu'il y a derrière. On regarde ce que l'on a déjà utilisé, on se demande, est-ce que cette eau peut encore servir ? C'est une manière assez japonaise finalement de considérer les choses, ne pas gaspiller, utiliser pleinement ce qui est disponible et faire en sorte qu'un geste puisse en prolonger un autre. Mais justement, à propos d'eau et de toilettes japonaises, il y a une autre petite chose qui m'a beaucoup amusée. Dans les toilettes publiques japonaises, on trouve souvent une petite radio. Alors, quand on voit ça, on se dit « Tiens, quelle délicatesse, peut-être qu'on va nous mettre un peu de musique ?» On appuie sur le bouton et on s'attend presque à entendre le printemps de Vivaldi. Eh bien non, on entend le bruit de la chasse d'eau. Une chasse d'eau et rien d'autre. Cela peut sembler complètement absurde jusqu'à ce que l'on comprenne pourquoi. Il semblerait que beaucoup de femmes, par pudeur, aient pris l'habitude d'actionner la chasse d'eau pendant qu'elles occupent les toilettes, simplement pour masquer les bruits qui pourraient être entendus à l'extérieur. Et évidemment, si on fait couler l'eau uniquement pour faire du bruit, on gaspille l'eau. Les Japonais ont donc trouvé une solution assez géniale, imiter le bruit de la chasse d'eau sans utiliser d'eau. C'est quand même extraordinaire. On pourrait dire qu'ils ont inventé la chasse d'eau sonore. Et je trouve cette petite histoire assez révélatrice. Parce qu'elle montre qu'il ne suffit pas de dire aux gens « ne gaspillez pas l'eau ». Il faut comprendre aussi pourquoi ils la gaspillent. Ici, le gaspillage répond à une pudeur, à un besoin de préserver l'intimité. Alors, plutôt que de supprimer le geste ou de culpabiliser ses utilisatrices, on invente un petit dispositif qui reproduit simplement le bruit. Et voilà, la pudeur est préservée et l'eau ne coule plus. Finalement, entre le lave-mains qui récupère l'eau et la fausse chasse d'eau qui évite de la gaspiller, les toilettes japonaises sont peut-être beaucoup plus philosophiques qu'elles n'en ont l'air. Elles nous apprennent qu'une bonne solution n'est pas forcément compliquée. Il suffit parfois de regarder attentivement pourquoi nous faisons les choses, puis d'imaginer autrement le geste. Mais j'ai une autre histoire de toilette japonaise qui m'a beaucoup plus intriguée encore. Un jour, j'avais rendez-vous chez un teinturier à Kyoto. C'était une adresse qu'une amie, Marie, m'avait donnée en me disant d'aller voir ce teinturier extraordinaire. Mon hôte japonais m'avait organisé le rendez-vous, mais il m'a prévenu. « Vous ne pouvez pas y aller comme ça, il faut que je vous annonce. » Il a donc pris rendez-vous pour moi et m'a fait tout un briefing. « Vous devez être exactement à l'heure, pas avant, pas après, exactement à l'heure. » J'y vais donc après avoir soigneusement préparé cette rencontre. Et là, surprise, la première chose qu'on me montre, ce sont les toilettes. On me fait entrer dans les toilettes, on me montre tout un tas de petits gadgets, de petits dispositifs, de petites fonctions. Et moi, je suis complètement perplexe. Parce que chez nous, avouons-le, les toilettes sont plutôt la dernière chose que l'on montre à quelqu'un. On peut montrer le jardin, le salon, la cuisine, la vue, la chambre d'amis, mais les toilettes, non. Alors là, au Japon, c'est exactement l'inverse. Le plus drôle, c'est que Marie, qui m'avait donné cette adresse,
m'avait raconté exactement la même chose. Elle aussi, lorsqu'elle était arrivée chez ce teinturier, avait été accueillie par les toilettes. Je me suis donc retrouvée avec cette étrange impression. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde commence par montrer les toilettes? Et puis, quelque temps plus tard, j'ai trouvé l'explication. J'avais un livre qui s'appelait Le Dictionnaire de la spatialité japonaise. Et je suis tombée sur un article consacré aux toilettes. Et là, tout s'est éclairé. Ce qui pour nous peut paraître étrange ou même incongru fait en réalité partie des codes de l'hospitalité japonaise. Présenter ses toilettes à son hôte est une manière de lui montrer que l'on a préparé la maison pour l'accueillir. Les toilettes font partie de l'espace offert à l'autre. Elles doivent donc être impeccables, accueillantes, et l'hôte doit pouvoir les montrer sans aucune gêne. Et finalement, cela change complètement notre regard. Ce n'est plus « voilà, je vais vous montrer où sont les toilettes », mais plutôt « voilà l'espace que j'ai préparé pour votre confort ». Et tout à coup, je comprends pourquoi, chez ce teinturier, les toilettes sont venues avant même le thé. Parce qu'avant de m'asseoir pour boire le thé, avant même de commencer notre rencontre, on m'avait montré que j'étais attendue et que tout avait été préparé pour moi. Et je trouve ça assez délicieux comme différence culturelle. Chez nous, les toilettes sont souvent un espace que l'on cache. Au Japon, elles peuvent devenir un espace que l'on soigne. Et dans ces fameuses toilettes japonaises, il y a quelque chose qui me fascine. Elles racontent finalement beaucoup plus que l'histoire d'une cuvette bourrée de technologie. Elles racontent une certaine idée du confort, une certaine idée de l'attention portée à l'autre, une certaine manière aussi de ne pas gaspiller l'eau, et même une manière de dire à celui qui arrive chez soi « J'ai pensé à vous, vous pouvez être bien ici ». Et finalement, peut-être que c'est ça, la vraie Rolls-Royce des toilettes japonaises, pas seulement le siège chauffant ou léger réglable, mais cette extraordinaire attention portée aux petits gestes du quotidien. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.